L'épisode d'aujourd'hui est présenté par un joueur étoile dans le monde des dépanneurs, les dépanneurs Sprint. Les dépanneurs Sprint, c'est 120 dépanneurs partout au Québec, une marque 100% québécoise et qui supporte le contenu d'ici, comme notre balado Mathias et le Serpent. Que ce soit pour faire le plein d'essence, acheter de la bière, des chips, un sandwich ou du café, passe chez Sprint pour gagner du temps. On a tous déjà vécu l'enfer du débarquement d'avion. Tu marches comme un zombie dans l'aéroport, tu essaies désespérément de te connecter au Wi-Fi public qui marche jamais pour trouver ton chemin. Ou pire, tu craques, puis tu rallumes tes données et tu te ramasses avec une facture d'itinérance qui coûte littéralement plus cher que ton billet pour le Japon. Nous, on a officiellement pris notre retraite de ce jeu-là. Maintenant, on ne jure que par Saily. C'est une application d'eSIM mondiale et honnêtement, c'est du génie. C'est fait par la gang de Nord Security, donc niveau sécurité et fiabilité, on n'est pas dans le doute. C'est du solide. Choisis confortablement avant de partir. Le forfait permet d'être connecté dès l'instant où l'avion se pose. Pas besoin de courir après une boutique louche pour une carte SIM physique ou de gosser après un trombone pour ouvrir ton téléphone. C'est simple, c'est sécurisé et surtout, ça ne coûte pratiquement rien. Si tu as un voyage qui s'en vient, fais-toi un cadeau pour ta santé mentale. Utilise le code promo Le Serpent au moment de payer. Ça te donne 15% de rabais sur ton premier achat. Tu peux scanner le code QR à l'écran ou juste télécharger l'appli Saily. Tous les détails sont dans la description. Avec Saily, Mathias et le Serpent, tu vas enfin pouvoir voyager l'esprit léger et ton portefeuille intact. De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplace fabrique des portes et fenêtres ici au Québec depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplace, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplace, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Maxime. Saison 1, épisode 22. Très très loin de mes petits cocos. En direct de Nashville, Simon Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais vous dire que l'épisode de Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi vous dire merci à Fenplace qui est une entreprise québécoise depuis 35 ans. Invitez nos auditeurs aussi à s'abonner sur les chaînes YouTube et aussi aux extras de Chaos Sport. Vous allez avoir accès non seulement à l'extra de Mathias et le Serpent, mais de tous les autres balados du groupe. Ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vous aurez accès au concours qui donne accès à un souper, la chance de souper avec Mathias et Simon. Le Serpent, les soupers ont lieu le 16 mars, le 13 avril et le 11 mai. Vous avez juste une inscription à faire. C'est un concours qu'on donne accès aux gens qui ont 18 ans et plus, évidemment, parce qu'on vend de la bière à la cage. Et il faut évidemment être un abonné payant de Chaos Sport. Mathias, es-tu en orbite ou à Nashville? C'était pas le plan. Ben, le plan, c'était d'aller à Nashville, évidemment, pour visiter mon fils, qui fait ses premiers pas avec le Nashville SC dans la MLS. Il y a un match mardi soir contre Ottawa dans le stade de 30 000 personnes. Ça va être fertile en émotions. Il est en uniforme. J'espère qu'on va lui donner quelques minutes. Et le plan, c'était d'enregistrer Mathias et le Serpent de ma chambre d'hôtel avec son gilet numéro 12 derrière et le mien. Et c'est tellement un petit monde, là. La Terre est un petit monde. Je suis au restaurant il y a quelques jours et en quittant le restaurant, évidemment, quand on entend parler français, ça nous interpelle. Et j'ai Danick Dupel avec Matt Lang, le chanteur Matt Lang, qui sont là. On commence à se jaser. Et Danick a un studio dans lequel je me trouve en ce moment. Il est déménagé à Nashville il y a 26 ans, il enregistre et Matt Lang vient faire ses albums ici. Il a quitté samedi. Puis il m'a dit, hey, regarde, tu viens enregistrer dans mon studio. Alors, j'ai l'essence de Nashville. Allez googler Matt Lang, vous allez voir que c'est quoi 100 000 vues sur les différents réseaux. Danick Dupel, qui avait un band qui s'appelait Emerson Project, qui était en nomination Grammy à l'époque. Taylor Swift a ouvert pour leur band en 2008, puis semble-t-il qu'elle était nerveuse comme tout. Wow.
pense qu'elle a grandi un petit peu depuis ce temps-là. Et eux, ils ont ouvert pour Shania Twain en tournée canadienne. Fait que je suis pas dans n'importe quel studio. C'est bien le fun entre Québécois de passer du temps. Et nous voilà avec le beau Simon, le chandail des Alouettes. Puis on a un sujet aujourd'hui dans le premier bloc intéressant. Puis il faut que je mette les gens au parfum ou que je fasse le petit préambule important. Pag n'est pas au courant comme d'habitude. Nope. On ne fait pas de politique. On ne crie pas à l'injustice, parce que je pense qu'il n'y a pas d'injustice. Mais on s'est amusé parce qu'on voyait la Slovaquie, on voyait l'Allemagne, la Suisse, la France, puis on s'est dit, on va la faire, nous, on va l'imaginer, l'équipe du Québec, mesurer avec les autres clubs. J'ai demandé à Simon de faire son équipe du Québec. Et mesurer aussi, parce qu'évidemment, on parle de l'état du hockey québécois en 2026, mesurer avec une équipe hypothétique du Québec dans les années 80. Qu'est-ce que ça donne? Simon, je te cède la parole. Et je pense que les gens vont être étonnés, parce que moi, j'ai été étonné, puis je me suis dit, wow, OK, c'est pas si... Ils gagneront pas l'or, mais c'est pas si pire. Ben, vois-tu, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris 4 joueurs de centre. Puis après ça, j'ai mis des ailiers un peu millimélo avec les ailiers, disons, que je prendrais assurément. Puis après ça, j'en ai nommé d'autres qui peuvent être des candidats à faire partie du top 12. Mais parce qu'il y a plus que 12 joueurs, mais à un moment donné, ça devient très, très serré. Fait que ça peut laisser place au débat. Et des défenseurs, j'en ai 7. Et puis, j'ai 2 gardiens de but. Puis on ne Alors, tient pas compte des blessés actuels, là, comme Non. Jonathan Huberdeau, il serait là. Ouais. Parfait. Et, tu vois, je n'ai pas Claude Giroux ni Sean Couturier. Évidemment, Claude Giroux, si on c'est est à un l'extérieur. Ontarien. Et Sean Couturier, oui, il a joué dans la LGMQ. Il est né en Arizona parce que son père jouait là-bas dans le temps. Mais il a quand même joué au Nouveau-Brunswick, en fait. Je n'ai pas exclu Sean Couturier pour Ouais. ceux qui se posent la question. Peut-être qu'il aurait pu avoir la nationalité aussi, mais comme Oui, c'est ça. Mathieu Olivier, j'ai regardé, puis il est né aux États-Unis, mais sans doute qu'il pourrait avoir la nationalité québécoise très facile. Oui, c'est ça. Ça fait un peu partie là, de la zone grise. Parfait. Alors, dans les buts, on va commencer. Ben, je pense que c'est relativement facile. Samuel Montembeault, puis Olivier Rodrigue. Avec peut-être comme troisième gardien Devon Levi. OK. Ouais, il y a moins de profondeur là. On n'est plus à Luongo, Brodeur, Patrick Roy. Là. Ça, c'est sûr. Mais l'exercice est le fun, justement, parce qu'il te permet de voir plein d'affaires. Là. Puis là, tu te dis, les gardiens au Québec, c'était la manne, c'était la référence de la Ligue nationale, et c'est pauvre. Est-ce que Quentin Miller est québécois, par curiosité? Je pense juste à lui Ben pour oui, puis commencer. Oui, mais il est dans la NCA. OK. Fait que je ne vais pas l'inclure quand même dans un tournoi olympique. À la défense, j'ai 7 joueurs de la Ligue nationale, finalement. Chabot, Thomas Chabot, Chris Letang, Mike Madison, Alexandre Carrier, Samuel Girard. Puis les défenseurs 6 et 7, j'ai Dastou et Lauzon. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un d'autre. Ben, il y a Chicago, Crevier. Oui, Louis Crevier aussi qui pourrait être considéré un géant, qui a maintenant un poste régulier avec les Blackhawks, pourrait être considéré lui aussi. Et là, Simon, je pense que c'est important parce que des fois, il y a des exercices qui ont été faits, puis on avait le réflexe de comparer au Canada, aux États-Unis, à la Suède, puis ça ne tenait pas la route, là. Mais si on compare, disons, à la Slovaquie, la Suisse, ça a bien de l'allure. Moi, je pense que c'est un club qui peut battre la Suisse. Il peut battre l'Allemagne. La Tchéquie, je pense pas. La Slovaquie, pour moi, c'est une forte possibilité. Écoute, Slovaquie à défense, t'as Nemetz. Oui. C'est le pilier. Après, ça baisse, là. Bien, ça baisse, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs de la Slovaquie qui ne sont pas des joueurs réguliers de la Ligue nationale. Fait que moi, je pense que cette équipe-là pourrait battre la Slovaquie. Alors, en avant d'eux, là, Canada, USA, Suède, Finlande, Tchéquie, ça fait 5. Il y aurait les Russes, là, mais les Russes ne sont pas là. Non. Alors, 6e. OK, quand même. Oui, à batailler avec la Slovaquie. Puis là, La Slovaquie avait Eric Chernak quand même à la défense, mais sinon, c'est Martin Ferravari aussi. Oui, mais là, c'est des bons joueurs, là, mais... Tu regardes la défense, avec le temps, avec Madison, avec Carrier, avec Chabot, t'es meilleur que tous ces pays-là
de deuxième portion de classement. Là. Évidemment, c'est un truc, excuse-moi, Pac, évidemment, c'est un exercice sur papier qu'on fait. Ouais. Alors après ça, la chimie, le jello, comment il prendrait avec cette équipe-là, on ne le sait pas. On le voit d'ailleurs que dans les tournois internationaux, on le fait avec la Tchéquie au championnat junior. Souvent, le tout est meilleur que la somme des parties. Ouais. Alors, est-ce que l'équipe Québec sera meilleure ou moins bonne que ce que l'on croit sur papier? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est un exercice pour le plaisir qu'on fait, simplement pour avoir, je crois, un cliché de la situation des Québécois au hockey professionnel. Puis, avant que tu passes aux attaquants, je trouve que c'est pertinent de le faire maintenant parce que tu n'arraches aucun joueur à l'équipe canadienne. En plein Tu ça. comprends? À l'époque, Contrairement là, aux années 70, 80, 90, si on avait fait l'exercice. T'enlèves Mario Lemieux, t'enlèves Raymond Bourque, là, tu te dis, garde, ça n'a pas de bon sens, ça arrivera jamais, puis ça arrivera jamais non plus. Mhm. Garde, comme j'ai dit, on ne fait pas de politique, mais là, il est pertinent parce qu'il n'y a aucun Québécois dans l'équipe canadienne. Avec raison d'ailleurs. Écoute, il aurait pu avoir un débat pour Madison, mais sinon, il n'y a pas de débat. Là. Il n'y a personne qui est victime d'injustice. Là. Qu'est-ce que tu allais dire, Pac? J'ai juste eu en tête le nom de Zachary Foucalé. Je reviens un peu en arrière en parlant des gardiens. Oui. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des joueurs un peu bubble comme ça qui jouent dans d'autres ligues qui Ah. pourraient... C'en est un bon, ça. Avant, Foucalé, je comprends pas qu'il soit pas dans la Ligue nationale comme backup pour moi. Sérieux, là, c'est un des meilleurs gardiens de la KHL. Il y a eu quelques matchs à Washington. Il a très bien fait, puis on dirait que, ouf, on a décidé de l'oublier. Alors oui, c'est un bon nom que tu mentionnes. Puis regarde, c'est que là, ton équipe, puis on va passer aux attaquants, c'est constitué uniquement de joueurs de la Ligue nationale. Oui. Tu sais, il n'y en a pas. La Suisse, ça doit être moitié-moitié, puis encore. Un petit peu plus qu'une moitié. Ouais. Allemagne, c'est plus qu'une moitié qui ne sont pas dans la Ligue nationale. Là, on ne parle même pas de la France, puis de la Norvège. Là. Ben, un club comme l'Allemagne, là, en dehors de Stützle, Draisaitl, puis Seider, je ne sais pas si j'en oublie, mais il y a 3 vedettes. Après ça, Peterka. Après ces 4-là, ça drop. Là. Ouais. Alors, pour les attaquants, ben, j'ai pris 4 centres. J'ai pris Pierre-Luc Dubois, Nicolas Roy, Yannick Gourde et Philippe Danault. Entourer ces gars-là ensuite, d'ailier, je pense qu'il y en a qui sont des choix logiques. Là. Jonathan Huberdeau, comme on a parlé. Alexis Lafrenière, évidemment. Jonathan Marchessault. Fait que ça fait 3. Il m'en manque Il m'en manque 5 autres. Il me manque 5 autres ailiers. David Perron. Et moi, j'irai après ça. Là, après ça, ça devient les choix que tu fais. Est-ce que tu veux des joueurs de soutien, des costauds, ou est-ce que tu veux des joueurs plus habiles, mais moins gros? Mais en tout cas, moi, j'inclurais quand même Zachary Bolduc là-dedans. Fait qu'on est rendu à 5 ailiers. Là, il en reste 3. Fait que là, regarde, je vais te donner des noms, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut faire un trio, mettons, ou au moins en choisir 2 sur 3 parmi Mathieu Olivier, AJ Greer, puis Frédéric Gaudreau? Ou est-ce qu'on élimine ce type de joueur-là pour un tournoi olympique? J'imagine que, écoute, c'est quand même, compte tenu de la profondeur, il faut que tu les mettes. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que tu prends Anthony Manta? Prends-tu Jonathan Drouin? Prends-tu Anthony Duclair? Toi, tu veux dire robustesse au-delà de la finesse. Ouais. C'est ça? Ça dépend du genre d'équipe que tu veux faire parce que, tu sais, on se retrouve, tu sais, Drouin, Duclair, Manta, ça va être plus... T'as de la place encore, non? Oui, t'as de la place encore, mais regarde, là, moi, j'en ai 5 que j'ai mis, le Bolduc, Marchessault, Perron, Lafrenière, Huberdeau. Il m'en reste 3 à mettre. Alors, est-ce que parmi le Manta, Maverick Bourque, Hendrix Lapierre, Mathieu Olivier, AJ Greer, Frédéric Gaudreau, Jonathan Drouin, Jean-Gabriel Pajot, Anthony Duclair. Il faut que j'en prenne 3. C'est pas 4, il n'y a pas un attaquant de plus aux Olympiques? Ouais, ben mettons, tu veux en prendre un autre. Vas-y, je te laisse aller. C'est ton équipe, hein? Oui, je le sais. C'est parce que je ne sais pas comment aborder la 4e ligne. Je ne sais pas comment aborder ça. On prend Philippe Danault. Est-ce qu'on met Philippe Danault, mettons, avec Mathieu Olivier puis AJ Greer? Bon, en tout cas... C'est qui ton deuxième centre? C'est Nicolas Roy? Oui. Tu sais, garde. Avant Danault? Oui, j'aime mieux Nicolas Roy. OK. Fait que, garde, je vais trancher, là, finalement, là, j'en ai 5. Je prends Mathieu Olivier, numéro 6. Puis ensuite, je vais y aller... Regarde, je vais y aller avec un jeune. Je vais prendre Maverick Bourque.
Puis là, il m'en reste quoi? Il m'en reste 2 à choisir. Garde, je vais aller avec Duclair. Puis, garde, 13e attaquant, Gaudreau, mettons. OK. Est-ce que vous, dans le fond, votre philosophie, parce que toi, Simon, tu parles souvent de joueurs de rôle ou de Ouais. est-ce que tu serais plus en mode de 4e trio, c'est plus des gars qu'on plug selon des situations au besoin, ou vous utiliseriez plutôt 4 trios que vous faites la rotation? OK, ça, c'est une bonne question. Tu sais, quand tu as un pays, mettons, comme le Canada, les États-Unis, que tu peux arriver puis tu peux avoir finalement 12-13 attaquants très, très habiles. La preuve, on a laissé de côté Robertson, Cole Caulfield, puis il y en a un autre là, dont le nom m'échappe. En tout cas, on a laissé 3 attaquants vraiment qui auraient pu être là. L'équipe du Québec, elle n'a pas ce luxe-là. Alors, est-ce que tu es mieux sur un 4e trio d'y aller, mettons, avec un Jonathan Drouin que tu ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner? Ou tu es mieux de dire, ben, je vais aller chercher un Mathieu Olivier qui peut avoir un rôle dans une équipe comme ça, plus de shutdown. Fait que c'est pour ça que la composition est difficile à faire à cause de ça, parce qu'il n'y a pas vraiment 12 ailiers de super grand talent offensif. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, tant qu'avoir un joueur peut-être qui n'est pas élite, ben, tu es peut-être mieux d'avoir un joueur de rôle dans un contexte comme ça. OK. Un peu Mais comme Mathieu l'équipe de la Olivier Ligue est capable nationale de- est bâtie. Mathieu Olivier est capable de jouer au hockey aussi, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai dans ma liste. Mais, tu sais, vas-tu prendre un Drouin ou un Manta ou un Duclair, ou tu vas prendre, mettons, un Frédéric Gaudreau et un AJ Greer, Ouais. tu sais, qui sont quand même des joueurs très hargneux. Fait que la raison pour laquelle j'ai pris Maverick Bourque, moi, je pense que Maverick Bourque, dans un contexte de jeu ouvert aux Olympiques, c'est un jeune joueur. Il a moins sa chance à Dallas, mais je pense qu'il pourrait être bon. Mon inquiétude, Oui. qui n'est pas nécessairement par rapport à l'équipe, mais par rapport à l'état du hockey québécois, Mhm. c'est que c'est pas une équipe très jeune. Mhm. Tu sais, tu regardes entre ce qui va s'en venir potentiellement, peut-être, avec Caleb Desnoyers et Alexis Joseph, et il y a tout un trou, là. Il y a eu des années de vache maigre. Tout à fait. Parce que là, dans les jeunes, là, qui est-ce qu'il y a vraiment jeune? 24 ans déjà, Alexis Lafrenière. Il y a Zachary Bolduc, qui a quoi, 22? Ouais. À part ça, Maverick Bourque, 23, je pense, 22, 23. Puis, tu sais, c'est pas un gars d'impact non plus, là. Non, c'est ça. Il y a Hendrix Lapierre, mais c'est pas un gars d'impact non plus. C'est plus un joueur de 4e trio. Puis c'est vrai que les autres, là, les Greer, Drouin, Pajot, Duclair et compagnie, Yannick Gourde, même Dubois, on n'est plus dans Non. les jeunesses de 21-22. Là. Mais, regarde, comme tu dis, Joseph s'en vient, Desnoyers s'en vient. C'était peut-être le moment de faire l'équipe parce que dans 4 ans, ça va être plus difficile encore. DG, là là, mais avec c'est- DG Kent Hughes puis coach Martin Saint-Louis? Ou Jim Montgomery? Il est montréalais, non? Qu'est-ce qu'il y a de DG québécois? Ben, il y a Mathieu Julien Darche. Brisebois, il y a Mathieu Darche, Non, non, il y en a beaucoup, là. il y a Kent Hughes, il y en a plusieurs, là. Ouais. Ouais. Et Martin Saint-Louis, ça peut être un bon choix aussi. Fait que, mais non, dans 4 ans, je pense pas qu'il va y avoir grand Québécois non plus au sein de l'équipe canadienne olympique, là. C'est pas Non, parti parce que pour Joseph, ça va être trop tôt. À moins que Lafrenière ait une explosion, mais ça, j'en doute, mais on ne sait jamais. Regarde, Brandon Hagel, qui aurait dit en 2022 que Brandon Hagel serait dans l'équipe 2026. Ouais. Mais ça, c'est quand même une exception. Là, si vous me permettez, le tournoi olympique vient de prendre fin. Oui. C'est plate pour toi, Simon. Tu as manqué la dernière minute de jeu de la 3e période du Canada contre les États-Unis. Es-tu revenu à temps pour la prolongation? Mathias, j'ai tenu ma promesse. J'ai regardé la 3e période et la prolongation au complet du match. Mais là, Canada- Suzuki États-Unis. était sur la glace Et la je dois te dernière minute. dire, là, pourquoi? Suzuki était sur la glace la dernière minute, t'es pas allé chercher une bière? Non, je suis pas allé me chercher une bière alors que Suzuki. Puis quand il était embarqué à 3 contre 3, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est lui qui va compter parce qu'on sait qu'à 3 contre 3, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Je dis pas ça de façon ironique, je le dis de façon Ouais. sarcastique, je le dis de façon honnête. Et, regarde, je dois te dire que la 3e période, ça fait 50 quelques années là, que je regarde le hockey. La 3e période de Canada-États-Unis, c'est probablement la meilleure période. En fait, la période de hockey la plus
incroyable au point de vue divertissement, rapidité que j'ai vu en 52-53 ans de regarder le hockey. C'est fou, là. C'est une grosse affirmation, Simon. Oui. Puis alors, tu sais, j'avais dit que je regardais presque pas le tournoi olympique, puis je pense que, tu sais, il y a eu quoi? Il y a eu une trentaine de matchs, là. J'aimerais bien ça connaître les gens qui ont regardé beaucoup de matchs autres que ceux du Canada ou ben non des États-Unis contre la Suède, des trucs comme ça. Je pense pas que la ronde préliminaire, là, c'est une ronde très, très excitante. Là. Le tournoi, il commence vraiment en quart de finale, puis même je dirais, en demi. Quoi qu'en quart de finale, ça passe proche que le Canada soit éliminé. Ouais. Simon était tellement excité par la troisième période Canada-États-Unis que dès que le match a fini, il nous a envoyé un vrai 8 clips de Trevor Connolly, mais bon. Oui, ça va être pour le serpent en liberté, Trevor Connolly. Aïe, hein, tu t'es vite remis de tes émotions. Les gars... Ah, je suis pas émotif. Je te l'ai dit, je suis pas émotif sur les trucs entre pays. Non, c'est sûr. Non. Il y a quand même eu beaucoup de discussions sur la formule. Évidemment, du fait que le Canada a perdu à 3 contre 3. J'ai pas entendu beaucoup de critiques quand Crosby a marqué son fameux but à 4 contre 4 à l'époque. Ouais. Je vais vous laisser aller avec votre opinion, puis je vais vous donner la mienne après. Ben, moi, vois-tu, moi là, que Canada ou États-Unis ou quelqu'un d'autre ait gagné, ça ne change absolument pas ce que je pense. Je pense que, OK, pour la ronde préliminaire, c'est correct, mais rendu en ronde des médailles, ou même là, la médaille d'or ou les médailles de bronze, il n'y aurait pas eu moyen de jouer du 5 contre 5. C'est comme on fait en séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Parce qu'à 3 contre 3, c'est super excitant, mais est-ce que c'est nécessairement ça, le hockey comme tel? C'est une version un peu différente du hockey qu'on connaît, même si c'est excitant pour les spectateurs. 4 contre 4, tu vois, je pouvais vivre avec ça. Je n'avais pas de problème avec la 4 contre 4. Je trouve ça... je sais pas. Je trouve ça weird un peu qu'on fasse ça comme ça. Par contre, à 5 contre 5, il y a toujours le risque d'un but chanceux qui ricoche 3 personnes. Puis là, on va dire, c'est un but chanceux qui a donné la médaille d'or. À 3 contre 3, ça arrive pas bien, un but chanceux. Puis, ça a moins de chances d'arriver. Tu sais, ça finit. Ben, il y a des finales qui sont terminées en tir de barrage aussi, là. Mais une autre option, Mathias, ce serait de jouer à 5 contre 5 une période au complet. Au lieu de la comme on dit, le sudden death, là, la mort subite. Par contre, tu enlèves l'excitation du but gagnant. Fait que vois-tu, il y a des pour et des contre à toutes les formules. Moi j'aime le 3 contre 3. Je trouve qu'évidemment, c'est une autre forme de hockey, mais c'est très stratégique. Puis en prolongation, tu as vu des erreurs stratégiques, malheureusement, des joueurs canadiens comme Celebrini, comme McDavid, qui ont essayé de tirer trop vite, puis ils ont perdu possession de la rondelle. Le Canadien le fait bien, puis c'est pas juste parce qu'ils ont Caulfield et Suzuki, c'est parce qu'ils jouent la possession. Ils attendent d'avoir la chance en or avant de tirer, puis ça, il y a du Martin Saint-Louis derrière ça. Là, tu as vu en finale, en prolongation, des tirs voilés, tu perds possession, puis évidemment, des erreurs de jugement avec Makar. Puis j'enlève rien à Makar, mais Makar qui fait qui essaie d'aller pour la rondelle, puis un repli vraiment paresseux, on va le dire. Tes meilleurs joueurs ont perdu contre les 3 meilleurs joueurs sur cette séquence-là aussi. Mais ça reste quand même que c'est pas des tirs de barrage. Moi, ça me choque pas. Et j'aimerais que dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, éventuellement, soit du 3 contre 3 ou du 4 contre 4 à un certain point, parce que sinon, les gars sont fatigués. Ça donne pas du hockey très excitant. L'enjeu est excitant, mais le jeu n'est pas excitant. Puis comme tu disais, Simon, c'est souvent une rondelle déviée ou un mauvais bon, puis tu te dis, bon, on a... les matchs qui finissent à minuit et demi là, dans la finale de la Coupe Stanley, le but, parfois, est marqué par un joueur qui a joué même moins de minutes dans le match parce que c'est le moins fatigué de la gang. Exact. Fait que c'est sûr. Mais toi, Pag, c'est quoi ton opinion sur le 3 contre 3, 5 contre 5 en prolongation, médaille d'or? Ben, moi, en tant que tel, je vous rejoins un peu dans le sens que je suis pas déçu que ça soit arrivé comme ça parce qu'on est arrivé dans le tournoi en connaissance de cause. Fait que là, à partir de ce moment-là, toutes les équipes devaient se préparer également. Fait qu'il n'y a pas eu d'injustice en soi. Non. Fait que là, rendu là, c'est juste une question d'opinion de est-ce que tu préfères le jeu à 5 contre 5 ou 3 contre 3?
À mon avis, le jeu à 3 contre 3, un peu comme tu dis, Mathias, c'est une autre forme du jeu de hockey, Ah mais oui, étant ah donné que les règles sont connues d'avance, ça vaut la peine de se préparer pour ça parce que ça a littéralement fait la différence pour la médaille d'or. Et En pour effet. les autres médailles aussi. En effet. Mathias, avant de conclure là-dessus, Oui. on avait dit que rapidement, on passerait à travers peut-être ce qu'une équipe Québec aurait pu avoir eu l'air il y a 40 ans. Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, il y a 40 ans, en 1986, si on avait fait une équipe Québec, on aurait eu dans les buts un jeune gardien de 20 ans, Patrick Roy, l'année qui a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Et puis, on aurait pu avoir un vétéran avec lui, comme un Richard Brodeur, un Gilles Meloche, un Robert Sauvé. À la défense, Raymond Bourque, Denis Potvin, entre autres, Wow. Kevin Lowe. Ouais. Puis, tu te retrouves également avec des gars comme Robert Picard, Mario Marois, Normand Rochefort, Jean-Jacques Daigneault, qui jouait pour le Canadien. Ouais. Et à l'attaque, Mario Lemieux, Mike Bossy, Denis Savard, Michel Goulet, Marcel Dionne, Sylvain Turgeon, Gilbert Perrault. Puis Non, ben, mais non, ça se peut pas, là. oui, Gilbert Perrault. Et là, si tu veux de la défensive, il y avait dans ce temps-là des spécialistes québécois de la défensive qui pouvaient également, qui étaient des joueurs talentueux dans le junior, qui ont été convertis. Ouais. On pense à Guy Carbonneau, Steve Casper, Mario Tremblay aussi, qui était un joueur d'énergie. Puis il y avait des jeunes qui arrivaient comme Luc Robitaille, Stéphane Richer et Claude Lemieux. Alors ça aurait été une équipe il y a 40 ans. Écoute, ça va pour l'or, là. Ça se bat pour l'or. Parce que, évidemment, que tu enlèves des joueurs au Canada. Ouais. Bon, Et- puis et c'est- si on remonte pour le plaisir, mettons, à 1980, la dernière fois que les États-Unis ont gagné, là, tu aurais eu Marcel Dionne, Guy Lafleur, Gilbert Perrault, Mike Bossy, Pierre Larouche, Réal Cloutier, Richard Martin, René Robert, Guy Chouinard, Jean Rattel. Et pour vous dire une chose, là, pour les plus jeunes, dans les 12 attaquants, la production la plus faible des joueurs que j'ai nommés, 63 points. Wow. 63 Wow. points. Et à la défense, un jeune Raymond Bourque, Denis Potvin en pleine gloire, Guy Lapointe, Carole Vanet, un jeune Kevin Lowe. Puis dans les buts, on a le choix, hein? Daniel Bouchard, Rogatien Vachon, Gilles Meloche, ton préféré, Denis Héron, Oh. puis Robert Sauvé. Wow. Alors, ça a arrêté ça, une équipe Québec il y a 40-50 ans. Il faut spécifier aussi que les Européens étaient très peu nombreux à Il y a cette ça. époque-là. Fait Oui. que ça a beaucoup changé le portrait, mais également le fait que on le répète, puis on dirait qu'on prêche dans le désert. C'est faible. Notre hockey est faible. Là, on a la preuve sous les yeux, là. Ben, c'est que là, on dirait qu'on ne développe plus de grandes vedettes. Mais il y a quand même des joueurs choisis. Tu sais, Caleb Desnoyers a été choisi quoi, à 4e au repêchage? Ouais. Alexis Joseph, au moment où on se parle, on parle d'un top 2, top 3, mais il reste encore une saison. Mais c'est sûr que c'est pas... on n'est pas dans l'âge d'or là, du hockey. Mais moi, je Ouais. pensais vraiment que le fait que le hockey était devenu un sport national au Québec, ça allait débloquer toutes sortes de choses. Puis on dirait qu'il s'est encore rien passé. Mathias, je sais pas si c'est plus au courant des avancées sur ce genre de dossier-là, mais on dirait qu'il faut qu'il y ait un changement majeur. Puis on dirait que tout stagne ou Ouais. les associations restent trop fortes. Oui, il n'y a personne qui a réussi. Moi, quand Jocelyn Thibault n'a pas réussi à faire changer les mentalités, écoute, ça a été une grosse... Là, je me suis un peu découragé, là. Je ne sais pas comment on peut changer ça. Il y a trop de châteaux forts. Il y a trop de châteaux forts, puis c'est pas... À Mathias, c'est le serpent, on peut en parler. Mais évidemment, on n'est pas là pour faire des commissions. J'espère au moins que le fait qu'on en parle, ça va réveiller des gens qui, justement, les réfractaires. Les réfractaires, là, il faut bouger parce que ça marche pas, là, vos petites... Puis je le sais, là, que ça fonctionne encore comme ça, les petites enveloppes brunes, là, pour faire monter les joueurs, puis les trucs. Non. On a des barons. On a ce qui des est barons du hockey, là, un peu partout, là. Ce qui est fascinant, Mathias, c'est que l'Allemagne a 2 stars qui sont meilleurs que tous les joueurs du Québec en Exact. Draisaitl et Schultz. Exact. Ouais. Bon, ben parfait. Ça conclut le premier bloc sur une note un peu tristounette, mais c'est la vie. Merci, les gars. Deuxième bloc, mon beau petit Simon Liberté. Son beau chandail des Alouettes. Oui, c'est vintage, hein, des années 70. 84, Mais c'est avec pas... le numéro 84. C'est pas Nick Araki, ça, non? Hein? C'est qui le 40? Nick Araki, Ou c'est... Peter Dellariva? Non, Peter Dallariva, il n'y avait pas 84. Peter Hey, là, on Dallariva, vient en de passant, perdre. qui
qui était mon voisin quand j'étais enfant. On vient de perdre les 55 ans et moins, là. Ah, ça, c'est certain. Perdu. Voilà. Oui. Alors, mais avec Internet, Pag, Je suis en train de googler. Numéro 84 des Alouettes. Nous autres, quand on Ah. nous parlait de ça dans les années 70, des années 1930, là, il fallait aller à la bibliothèque chercher les encyclopédies. Vous autres, vous avez tout ça sur YouTube. Reggie White Jr., numéro 84. Non, non, mais... Non, mais là, on parle des années, on Ah, parle ok, des années ok. 70. Là. Fait que tu t'amuseras dans tes temps libres. Mais Pag. regarde Who Wore Ouais, Alouette ok. 84. Puis fais Peter Dallariva. Je pense que c'était 74 Peter Dallariva en passant. Ah oui, bon. Alors, bon. Aujourd'hui, trois petits points rapides avant de passer au vif du sujet et à l'espoir de la semaine. Le premier, c'est que je voudrais remercier les auditeurs pour tous leurs commentaires sur Nick Suzuki. Je vois qu'il y en a qui l'ont analysé en profondeur. Il y en a, je dois dire, que je trouvais que c'était un petit peu... ils sont allés chercher ça loin pour essayer de me prouver que Suzuki était efficace sans être spectaculaire. Mais bon, c'était intéressant à lire. Jeudi, je vais être au match. Pour ceux qui sont là, je vais être dans la section 120, en bas dans les rouges, la rangée de T comme Thomas. Fait qu'on pourra jaser du match. Moi, à la base, c'était pour aller voir Matthew Schaefer, première visite au Centre Bell. Et je vais porter une attention particulière cependant au sorcier Suzuki. Alors, c'est le premier match du retour de la pause olympique. Puis je vais certainement vous parler du sorcier lundi prochain. L'an passé, il y avait une pause, 4 nations. Lane Hudson, ça avait été bénéfique pour lui. Qu'est-ce qui va arriver cette année? Probablement que ça va être bénéfique également pour la majorité des joueurs du Canadien qui n'ont pas été là. Exemple, Cole Caulfield. Ben oui, puis d'ailleurs, Simon, c'est possible de parier pour le total des buts de Cole Caulfield sur le site Mise au jeu plus. Alors, pour plus de 45,5 buts, la cote est à 1,90 et donc de moins à 1,80. Donc, les deux cotes sont très serrées. Comment tu penses que ça va se dessiner? Ben, c'est serré. Mathias, l'expert des règles de 3. Non, c'est ça, j'allais t'en demander une petite règle de 3, là. Oui. Regarde, fais donc une règle de 3, Pag, sur Caulfield. Moi, regarde, il reste à peu près 25 matchs. Puis je pense qu'il lui manque 12-13 buts pour l'atteindre. Je Seulement. vais chercher ça exactement. C'est ça. Alors, regarde, il y a 32 buts. Fait que ça en prend 34 pour dépasser le plateau des 45,5. Pas 34, ça en prend 14, excuse. 14 en 25 matchs. Mathias, 14 en 25 matchs, est-ce que tu penses que Caulfield peut le faire? Il y a quand même beaucoup de matchs contre des équipes éliminées. Absolument. Écoute, Ouais. j'ai calculé, il y a 16 des 25 matchs contre des clubs éliminés. Oui. Par Alors, est-ce que contre- tu vois Caulfield faire 14 buts, toi? Facilement. Par contre, OK. c'est trompeur parce que des fois, les clubs éliminés n'ont plus de pression. Ouais. Ils veulent mériter écoute, l'estime de leur patron ou un nouveau contrat. Ils sont dans une cause perdante, aucune pression. Alors, des fois, ils peuvent jouer les troubles-fêtes. Et ça pourrait être l'occasion pour Cole Caulfield, pour la première fois, d'atteindre le plateau des 40 buts. Et Ouais, ça fait facile. très longtemps que ce n'est pas arrivé à Montréal. Ben, c'est au début c'est dans les 94-95, Voilà, parce que Max Pacioretty a passé proche plusieurs fois, mais ne l'a jamais eu. 39 fois. Ouais. Deuxième point, Gavin McKenna, 1 but, 7 passes vendredi soir. Contre un but, club 7 faible ou passes. quoi? Oui, Ohio State, c'est sûr que c'est pas une puissance. Quand tu regardes l'alignement d'Ohio State, il n'y aura probablement pas un joueur de cette équipe-là qui va jouer dans la LNH, mais c'est quand même un but, 7 passes. Moi, je pense que Gavin McKenna, ça va être un joueur qui va être très, très... je dirais pas polarisant, mais les équipes de la Ligue nationale, je crois, qui vont repêcher haut et que lorsque McKenna va être disponible pour elle, je pense que le dilemme qu'ils vont avoir, c'est est-ce qu'on prend le risque de laisser passer un gars qui pourrait être un grand producteur de points pour prendre un défenseur peut-être plus utile, plus complet à l'équipe, mais encore là, qu'est-ce que tu arrives? Qu'est-ce que tu fais si tu repêches un défenseur, mettons, qui devient, admettons là, un Verhoff ou un Albert Schmitz, admettons qu'il devienne, exemple, un Zach Bogosian. Je prends l'exemple d'un gars qui était choisi 3 ans. Un Zach Bogosian. Carrière honnête, mais que McKenna est un gars de 80 points. Oh là là, ça passera pas bien. Malgré les défauts dans le jeu de McKenna, 80 points, c'est 80 points. Fait que je pense que ça va être un dilemme très intéressant à suivre d'ici la fin de l'année.
Est-ce que toi, tu penses qu'il peut atteindre ça, ce niveau-là, 80 points? Oui. C'est pas Là, impossible, le sauf poignet, que... son poignet est rétabli? Après la Ah. bagarre. Oui. Est-ce que vous avez vu qu'il a commencé à célébrer comme McGregor, le combattant Oui, de UFC? oui, comme le combattant de UFC quand il a compté son but. Mais bon, on va suivre ça de près d'ici la fin de l'année. Il y a quand même beaucoup de points. Là. Il est rendu à quoi? 40 quelques points, je pense. Il y en a gens- 2 qui fonctionnent bien, en tout cas. Les gens vont peut-être avoir le réflexe de vouloir que tu le compares à Demidov. Qu'est-ce que tu peux dire entre McKenna et Demidov? Ben, j'aime mieux Demidov. C'est ça. Ah oui. Oui, c'est sûr. Ça se compare pas. Pardon? Ça se compare pas, c'est loin. Il y en a un qui est loin de l'autre. Ou... Ben, au point de vue, l'ensemble du jeu, oui. Demidov, je pense, est plus talentueux. Mais Demidov, surtout, il est plus... je sais pas. C'est un joueur qui a un jeu plus mature, selon moi. C'est un gars qui est plus fort physiquement pour le moment. McKenna, il fait des beaux jeux, mais comme on a parlé beaucoup dans le podcast depuis quelques mois, c'est un gars qui a quand même des trous dans son jeu. OK. Fait que ça demeure quand même un risque de ce côté-là, mais du côté producteur de points, je pense pas que les poolers soient déçus avec Gavin McKenna. Mais tu sais, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est quand, au début de la saison, vous disiez, ouais, mais il est jeune, puis il joue contre des gens qui sont beaucoup plus vieux Oui. dans la NCAA. Oui. Puis quand on l'a vu dans le championnat mondial junior, son jeu, c'est pas nécessairement levé du tout. Ouais. Fait que c'est pour ça que là, j'ai comme... Ouais, mais Michael Misa non plus. OK. Puis Michael Misa retourne dans la Ligue nationale Ouais. après au mois de janvier, puis il joue bien. Mais- Fait que le championnat junior, là, tu joues pas avec tes coéquipiers. C'est un tournoi qui est court. C'est une autre bébite. Pour moi, je comprends ton point. C'est vrai que normalement, McKenna aurait dû dominer. Il y a eu beaucoup de points quand même. Mais c'était le meilleur trio pareil de loin. Oui, là. c'était le meilleur trio quand même. C'était pas lui la locomotive, là, tu sais. Ben, c'est avec H. Ouais. C'est ce trio-là. Là. Troisième point, avant de passer au vif du sujet, Trevor Conley. 2 matchs, 4 buts, 2 passes en fin de semaine à Henderson, dans la Ligue américaine, je dis bien, à 19 ans. Et il y a eu la première étoile du match les 2 soirs. Il y a un match de 3 buts. Il y a 2 buts sur les 4 qui sont absolument splendides. Essayez de trouver ça là, dans les faits saillants sur le site de la Ligue américaine de Ouais. hockey. Parce que nous, on n'a pas besoin de chercher. On a été submergés d'images. Ah oui, au ralenti, pris Dans par notre chat à 3. par Ouais, les non, non. spectateurs, pris par la caméra de la Ligue américaine. Écoute, tout est là. Tout Ben, est ça là. fait Mais du bien. Ça fait du mais- bien parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas une nouvelle de Connor. Oui, ben il y a C'est 19 le fun. mois en 21 matchs. Après là. 2-3 mois, là. Oui, c'est oui, bien. mais il y a 19 mois en 21 matchs, Mathias. Puis moi je veux quand même faire un petit commentaire qui est sérieux là-dessus. Tu sais, souvent, quand on parle de mes prédictions, tu sais, on va parler de tel joueur sur lequel j'ai fait une mauvaise prédiction et tout, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, je l'assume. Mais Trevor Conley, il y en a qui le considèrent comme un flop. Là, je comprends pas. Mais attends, Il y a très peu de joueurs de la Ligue nationale. Qui au juste le considère comme un flop, là? Je lis souvent ça dans les commentaires. On me taquine sur Trevor Ah. Conley comme si c'était un flop. Oui, mais Puis, on tu sais, taquine, c'est différent. Oui, en tout cas, c'est pas toujours du taquinage, là, mais j'ai les écailles assez épaisses, là. Mais le point, Mathias, ce que je veux dire, c'est que je suis curieux qu'on porte un jugement aussi rapide sur un joueur qui a quasiment 1 point par match à 19 ans dans la Ligue américaine. Est-ce que c'est parce que il n'a pas participé au championnat junior à cause de sa blessure, donc il n'a pas été instant? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans la Ligue nationale comme Celebrini à 19 ans? J'ai vraiment de la difficulté à comprendre. Simon, ben, moi, je pense que c'est arrivé Oui. quand il s'est blessé. Ouais. Fait que là, les gens, ils veulent t'écrire, puis ils vont pas commencer à t'écrire quand ça va bien, tu sais. Ils n'auront pas l'occasion de le faire. Oui, mais un joueur blessé n'est pas un flop. Non, exact, ben non. Alors, c'était mes petits points. Maintenant, je veux passer au sujet du jour. Il y a un auditeur qui, il y a quelques semaines, a écrit un long exposé d'environ 900 mots. Jacta 748. Puis, lui, il voulait savoir, en résumé, comment j'analysais les joueurs. Je vais vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'il voulait. Lui, il trouve que j'ai une façon d'analyser. Je focus trop sur les joueurs, le côté esthétique des joueurs, les habiletés, les aptitudes physiques, plutôt que les joueurs au talent plus obscur qui font bien les petites choses. Et il veut savoir comment j'évalue un joueur parce que, par exemple, les défenseurs défensifs. Comment je peux détecter un bon défenseur défensif?
que c'est très important de choisir des joueurs qui vont jouer dans tes troisième, quatrième trio, ta troisième paire de défenseurs, et que les statistiques avancées peuvent t'aider à identifier des joueurs sous-estimés. Alors, là, j'ai fait un résumé de 900 mots. Alors, je vais répondre à la question. Et avant que tu répondes, Simon, si Oui. tu me permets, c'est que ces gars-là, plus sous-estimés, ça reste une denrée rare qui est très prisée par les propriétaires, parce que c'est eux qui font vendre la bière. Ça enrichit l'organisation. En effet, Mathias, en effet. Dans mon cas, ça... Antoine Gorgé, là. Oui, c'est ça. Dans mon cas, Mathias, si j'allais prendre une bière à chaque fois qu'il y a des joueurs qui ne m'intéressent pas sur la glace, je pense que je sortirais de l'aréna à 4 pattes. Je suis allé me chercher 2 bières samedi. Nashville jouait le match d'ouverture. Oui, Puis Nashville, c'est favori avec Miami en MLS. oui. Je suis allé me chercher 2 fois une bière, 2 fois ils ont compté. Non. J'ai pensé à pense vous, les gars. qu'on va en entendre J'ai parler. pensé à vous, les gars. Et d'ailleurs, dans mon espoir de la semaine, on va faire un parallèle avec cette histoire de bière dont je crois que je vais entendre parler pendant longtemps. Alors, comment j'analyse les joueurs? Bien, la première étape, moi, que je fais, puis tu sais, souvent, quand tu analyses des joueurs midget, tu n'as pas de préjugés favorables envers le joueur ou défavorables. Parce que souvent, quand les gars arrivent dans le junior, puis ils ont 16-17 ans, là, on sait déjà quel a été leur rang de sélection, on voit un peu leurs statistiques. Les joueurs midget, là, moi, j'arrive au mois de septembre, étant donné que je ne suis pas le hockey Pee-Wee Bantam, j'arrive au mois de septembre, je ne connais pas un seul joueur. Et ça, c'est très bon parce que ça te permet de faire une analyse objective sans que tu aies entendu parler d'un gars pendant 3 ans. Fait que la première affaire que je fais, moi, quand j'analyse un joueur, puis ça peut être un joueur junior aussi, premièrement, je fais un survol des choses qui sont évidentes. D'ailleurs, notre auditeur en parle, que je focus trop sur les choses évidentes. Oui, mais je regarde premièrement, pas premièrement, mais en ordre peu importe l'ordre, la créativité pour moi, c'est important. Quand le gars, à un moment donné, il a la rondelle, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en débarrasse? Est-ce qu'il cherche à la garder le plus longtemps possible avant d'être capable de faire une passe à un adversaire ou d'en déjouer un? La créativité. Deuxièmement, est-ce que le gars a peur? Quand il s'en va dans le coin, est-ce qu'il esquive les coups? Moi, j'aime bien les joueurs valeureux. Troisièmement, est-ce qu'il est impliqué? Quand il y a des batailles le long des rampes, est-ce qu'il va essayer de chercher la rondelle? Ou est-ce qu'il attend toujours qu'un coéquipier le fasse pour lui? Quatrièmement, le coup de patin. Ça, c'est assez facile à voir. La technique, l'agilité, les pivots, la rapidité en ligne droite, la mobilité. Ensuite, la force physique. Est-ce qu'il est toujours sur le derrière? Est-ce qu'il y a une charpente que tu sais que dans quelques années, il va pouvoir mettre un 20-25 livres sur cette charpente-là? Et sixièmement, les mains. Ça, les mains, ça peut faire partie un peu de la créativité, mais séparément, tu le vois. Quand un gars a des mains, tu vois que devant le filet, il est capable de tourner sur une scène et puis avec la rondelle. Et puis ça aussi, c'est une chose facile à voir. Je trouve que les 3 premiers points te caractérisent à merveille, les 3 derniers un peu moins. Pourquoi? Ton coup de patin, ta force physique, tes mains. Mais je trouve que tu es quelqu'un de très créatif, très brave. Et c'était quoi l'autre? T'es vraiment en forme aujourd'hui. C'est là. Fait que là, alors là, après ça, après que j'ai établi ça, ben là, on commence à surveiller la constance. Est-ce que ce que j'ai vu se répète match après match, période après période? Puis là, ensuite, tu vois la vision du jeu, l'anticipation. Là, tu commences à analyser ça parce que toutes les choses que j'ai mentionnées en général, ce sont des choses avec la rondelle. Comment tu regardes le jeu sans la rondelle? Bien, là, il faut que tu portes plus attention et c'est là que c'est des petits détails qui sont peut-être moins évidents et à force de visionner le joueur, là, tu viens que tu te fais une tête là-dessus. Bon, ensuite, pour ce qui est d'évaluer les joueurs de soutien, les défenseurs défensifs, c'est un travail qui est extrêmement difficile à faire au niveau junior parce que ça, c'est souvent... Premièrement, il y a des gars qui sont beaucoup plus développés physiquement à cet âge-là. Alors, tu as l'impression nécessairement qu'un pan de mur de 6 pieds 5, 225 à la défense va devenir un bon joueur défenseur défensif. Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que son physique va être moins un avantage dans la LNH.
Puis encore là, comment il son bâton, comment il va se défendre, comment il va patiner à reculons à 22 ans, ça c'est plus difficile. Donc, tu sais, c'est facile à dire, tu focuses juste sur les affaires évidentes. C'est parce que les trucs qui sont, les joueurs les plus cérébraux, c'est plus dur à évaluer puis à prédire. Puis souvent, c'est dans la Ligue nationale que tu t'en rends compte. Parce que dans le junior, un joueur qui a beaucoup de qualité, mais qui est moins cérébral, va toujours s'en tirer. Il peut tricher un peu, le jeu est moins rapide, il peut racheter ses erreurs. Dans la Ligue nationale, c'est là que tu peux le voir. Et c'est pour ça que, rarement, des joueurs vont être repêchés, puis on va dire souvent pour un joueur, lui, c'est un marqueur. C'est un gars qui peut faire 30-40 buts. Lui, c'est un fabricant de jeu. Il peut avoir beaucoup de passes. Lui, c'est un ailier de puissance. Mais quand est-ce qu'un joueur est repêché puis que tu vois dans la conférence de presse du recruteur-chef que le joueur va dire « Lui, ça va être un joueur cérébral. » Rarement. Ben oui. C'est pas jamais. Parce que tu n'as pas l'occasion de voir ça dans le junior. Tu peux analyser, tu peux avoir toutes les statistiques que tu veux. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement difficile à évaluer et à prédire. C'est pas parce que je ne veux pas le faire. C'est parce qu'un joueur junior veut pas. Oui, l'entonnoir est en train de se refermer, mais il n'est pas fermé encore. Fait qu'il peut s'en tirer en ayant... Tu sais, on regarde un gars comme Neil Yakupov, exemple, premier choix de 2012. Neil Yakupov, là, il était créatif, il n'avait pas peur, il était impliqué, contrairement à ce que bien des gens pensent, il patinait, il avait des bonnes mains. Mais quand il est arrivé dans la Ligue nationale, et dans le junior, ça marchait. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on s'est rendu compte que le gars, finalement, ne savait pas jouer. Il n'était jamais à la bonne place. Il patinait des kilomètres et des kilomètres dans un match à peu près pour rien. Mais dans le junior, c'était dur d'avoir cette qualité-là. Fait que c'est pour ça qu'un gars comme Yakupov est parti premier. Regarde, les évaluateurs de talent dans la Ligue nationale, ils en ont vu d'autres. Tu sais, il y en a plusieurs qui avaient été capables de voir ce qui est arrivé, parce que là, on parle vraiment d'un flop. Ce gars-là, il aurait été repêché en 3e ronde. Fait que c'est pas toutes des caves là, qui sont là. Ouais. Mon beau Simon, Oui. es-tu prêt à nous parler de pizza et de bière? Oui. Mais surtout de pizza. Oui. Ben vois-tu, on parle de bière, on parle de pizza, puis tu sais, des fois, tu fais des déclarations qui restent longtemps dans les annales. D'ailleurs, je me fais, à chaque fois que je vais dans un aréna, encore en fin de semaine, je me suis fait parler du joueur gadget. Ah oui? Je Alors, pensais que moi, tu le faisais... mot, c'est joueur gadget. Mais tu te fais-tu payer de la bière? Non, malheureusement. Mais de toute façon, non. Je pense pas trop à la bière quand je vais au hockey junior. Ben, c'est ça, Suzuki jouait plus dans les rangs juniors. Exactement. Mais jeudi, je promets, la bière, ça va être entre les périodes parce que je vais surveiller le sorcier de près. Alors, l'espoir de la semaine, c'est un joueur qui a joué à Montréal au hockey junior de 73 à 77, Robert Picard. Robert Picard était un défenseur offensif qui a eu des saisons de 53, 87, 81 et 92 points dans le junior. Et il a été repêché 3e au total en 1977 par les Capitals de Washington, qui à l'époque était une jeune équipe. Ça faisait 3 ans seulement qu'ils jouaient dans la Ligue. C'était une des pires équipes de l'histoire de la Ligue nationale. Et on comptait beaucoup sur Picard comme corps arrière. Je ne parle pas peut-être de Cale Makar, mais on parle d'un joueur, exemple, là, je fais un comparable, peut-être un chez Theodore ou quelque chose comme ça. Puis là, Picard, moi, du haut de mes 11 ans, je l'aimais beaucoup parce que déjà, j'aimais énormément les défenseurs offensifs et je croyais qu'il y aurait une carrière. Je voyais peut-être un gars de 60 points par saison dans la Ligue nationale, peut-être un équivalent pour les plus vieux de l'époque de Guy Lapointe, qui jouait pour le Canadien. Il l'a atteint une fois. Oui, voilà, et au début de sa carrière. Et là, il est choisi 3e, mais là, voici l'incident. À ce moment-là, on sait que les recrues, les salaires des recrues, je pense, tournaient autour de 40 000, 50 000, 60 000, là, si je ne m'abuse, les salaires d'entrée. Et le salaire moyen des vedettes dans la Ligue était d'à peu près 125 000. Guy Lafleur gagnait 180 000. En argent d'aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est à peu près 700-800 000. Fait que vous voyez que, oui, c'était bien payé, mais on était loin des 10 millions que les joueurs font. Bien sûr.
Alors, Robert Picard, lui, se fait offrir par les Nordiques de Québec, qui étaient dans l'Association mondiale de hockey, un contrat de 5 ans à 125 000 par année. Alors, Picard, le problème, venait tout juste de signer son entente avec Washington. Et là, décide de backer, de reculer de cette entente-là. Et là, les Nordiques se disent, il va y avoir une poursuite. Ça va aller en cours, cette affaire-là. Les Capitals de Washington vont nous poursuivre. Ça n'a pas de bon sens. Alors, ils ont dit à Picard, malheureusement, on ne peut pas te signer. Tu as signé ton contrat trop vite à Washington. C'est fini. Et là, Picard était furieux. Il a dit, cette journée-là, j'aimerais mieux aller livrer de la pizza à Québec que de jouer au hockey à Washington. Son surnom a été Pizza pour le reste de sa carrière. Alors, pour ce qui est de sa carrière, il a joué 3 ans à Washington. Il a eu une saison de 65 points, mais les attentes étaient beaucoup trop élevées envers ce gars-là. Et 3 ans plus tard, on l'a échangé aux Maple Leafs de Toronto, qui l'ont échangé presque immédiatement aux Canadiens de Montréal, en retour du gardien réserviste, le regretté Michel Larocque. Et là, à Montréal, il a joué 2 saisons complètes. Sa production a baissé. Puis je crois, moi, mon souvenir, c'est qu'il essayait d'en faire trop. À ce moment-là, oui, il y avait Larry Robinson à Montréal, mais l'équipe commençait à perdre un peu de son lustre, là, la grande équipe des années 70. Mais, alors Serge Savard, lorsqu'il est arrivé en poste, l'a échangé aux Jets de Winnipeg contre un 3e choix. C'est-à-dire un choix de 3e ronde. Ce choix de 3e ronde-là est devenu... Quoi? Je te vois venir. Hein? Ce choix-là est devenu Patrick Roy. Hein? Alors, Robert Picard a été échangé indirectement contre Patrick Roy. Un gars de Québec, en plus. Oui. Pour revenir à la pizza, ça n'a pas rapport. Mais... Ouais, ouais. Fait que donc, Puis, on a échangé une pizza contre un casseau. Exact. Exact. Ensuite, il a été rapidement échangé aux Nordiques de Québec. Il a joué 5 ans avec les Nordiques, finalement, mais dans la Ligue nationale. Il a terminé sa carrière à Détroit en 1990 à l'âge de 32 ans. 423 points en 899 matchs. Et aujourd'hui, il vit en Caroline du Sud. Il a 68 ans. Alors, qu'est-ce que j'en pensais à ce moment-là? Ben, moi, je peux dire, je pensais qu'il deviendrait un joueur étoile. Je le voyais certainement. Tu vois, on a mentionné son nom dans les équipes Québec possibles parce que c'était quand même un bon joueur. Mais moi, je voyais peut-être un joueur, peut-être pas un Raymond Bourque ou un Robinson, mais je voyais quand même un joueur peut-être de 40, 50 points. Un bon défenseur, là, un peu comme, je ne sais pas. Mathias, as-tu un nom en tête peut-être à Montréal? Ou, Ben, il y a eu Jean-Jacques Daigneault après. ouais. Mais mettons à Montréal en ce moment. Là, à Montréal en ce moment? Oui, l'équivalent de ce que je voyais, ben, peut-être Madison? meilleur que Madison, mettons. Ah oui? Je voyais Picard meilleur que ce que Madison Avec est en Dobson? ce moment. Ouais. Oui, un Dobson, mettons. Oui, OK. OK. En fait, Ah d'impact, oui, hein? là, OK. je voyais un Dobson. Il n'a Parfait. pas été un Dobson, il a plus été un Madison, je te OK. dirais. Alors, c'était ça l'espoir de la semaine. Merci, Simon. Alors, les amis, Simon, on est rendu à ton équipe de la semaine, puis je sens que ça va être intéressant. Oui, les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, qui, il y a quelques années, en 2020, avaient franchi une ronde éliminatoire et l'avenir était très prometteur avec Quinn Hughes, Elias Pettersson, Brock Besser, Thatcher Demko. Et on se retrouve quelques années plus tard avec, en ce moment, la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Et le problème à Vancouver en ce moment, oui, ils vont aller chercher un très bon joueur cette année, peut-être un Stenberg ou un McKenna ou un Verhoff. Mais le problème à Vancouver en ce moment, c'est que bien qu'on parle de reconstruction, ça va être très difficile à faire parce que la grande majorité des joueurs qui sont sous contrat à long terme ont une clause de non-échange. Alors, par exemple, Elias Pettersson, Brock Besser, Jake DeBrusk, Philippe Hronek, Marcus Pettersson, Thatcher Demko et Kevin Lenkinen ont des clauses de non-échange et Connor Garland, il y a une clause de non-échange à partir de l'an prochain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on approche les joueurs pour essayer de les échanger et d'obtenir des choix et des joueurs plus jeunes en retour? Ou est-ce qu'on vit avec ce noyau-là et on essaie de l'entourer avec des jeunes et peut-être, je dirais pas des grandes transactions, mais peut-être quelques agents libres, une trouvaille par-ci par-là? C'est-tu des non-échanges partiels ou complètes? Est-ce que tu le sais? C'est-tu indiqué? Ben, tu peux toujours regarder, mais en général, c'est des clauses
Je suggère aux gens d'aller sur Puckpedia. Ouais, Quand moi, ils je le veulent vois avoir ici, des là. informations. Là. Vite, là, Peterson, Besser, DeBrusque, Garland, à partir de l'an prochain, moi, je vois des clauses complètes. OK. Ça, Donc, ils sont très oui. généreux là-dessus. Ils sont très généreux et puis c'est une très mauvaise stratégie en passant. Donc, ça va être quand même difficile. Chez les jeunes joueurs qu'ils ont, ils sont allés chercher Marco Rossi, Liam O'Gren dans l'échange de Quinn Hughes et surtout Ziv Bouillon. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais il reste quand même que quand tu perds un joueur de la trempe de Quinn Hughes, parce qu'on se doutait bien qu'il ne re-signerait pas à Vancouver, ben, tu repars peut-être pas à zéro, mais pas loin. Alors, il y a Tom Willander. Je pense qu'il peut devenir un bon défenseur top 4, mais c'est un joueur correct, sans plus. Dans les buts, on a Len Kinen, qui est sous contrat pour 5 ans. C'est correct, mais quand même. Thatcher Demko, qui est toujours blessé, encore sous contrat jusqu'en 2029. Et la relève, à part ça, est très, très mince. Il y a Braden Coots, qui a été repêché en première ronde cette année, qui a joué quelques matchs. Et puis le reste... Joueur de soutien au championnat mondial junior, là. Oui, Coach. oui. Ben moi, je vois, c'est ça. Moi, je vois un joueur de troisième trio dans la LNH, ce qui est correct pour le rang où il a été choisi. Alors, il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Vancouver? Ben, je pense qu'eux, ils doivent espérer gagner la loterie et qu'un joueur comme Stenberg ou McKenna, par exemple, devienne aussi bon peut-être qu'un... OK, on ne parlera pas de Celebrini, mais devienne peut-être aussi bon qu'un Bédard, par exemple, ou... mais ça, c'est... Enfin, dans les choix, ils ont également un autre choix. Ils ont le choix de Minnesota, mais ça devrait être un choix qui est très loin. Fait que les fans des Canucks, je pense que l'équipe a passé à côté. L'équipe a manqué le train. On n'a pas réussi à bien entourer un noyau qui était quand même très intéressant il y a quelques années. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a un échange on est allé chercher Oliver Ekman-Larsson. Pourquoi on a fait ça? C'était vraiment bizarre de la façon que ça a été géré par Jim Benning. Et on se rappelle qu'il y a plusieurs années, Trevor Linden avait été nommé président des opérations hockey. Lui voulait une reconstruction complète. Et il y a eu une partie de bras de fer avec le directeur gérant de l'époque, Jim Benning, et le propriétaire a tranché en faveur de Benning. Et Trevor Linden est parti. Fait que prenez votre mal en patience, fans des Canucks. Je pense que dans les 5 prochaines années, peut-être cependant que leur construction pourrait devenir intéressante. Et si c'est le cas, ben, on va en parler souvent parce qu'on est un podcast qui se spécialise dans les reconstructeurs. Dirais-tu que c'est l'équipe qui est dans un état le plus lamentable ou tu t'en trouves d'autres, des pays? Une des équipes dans l'état les plus lamentables en raison de la difficulté d'échanger les joueurs en question, les gros contrats qui ont été octroyés. Alors, je te dirais qu'on est probablement certainement dans le top 3. Il faudrait que je pense aux autres, mais c'est sûr que... Calgary, je pense, gagne la palme parce que je crois que ce qui reste à Vancouver sous contrat est quand même supérieur à ce qui reste à Calgary. OK, parfait. Merci, Simon. Messieurs, c'est l'heure des 3 questions de la semaine. Bien sûr, mais d'abord, permettez-moi de remercier nos partenaires présentateurs Mise au jeu Plus et FanPlace, une entreprise québécoise depuis 35 ans. Aussi, je vous invite à cliquer sur le petit bouton « Subscribe » en bas sur la chaîne YouTube. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Et aussi de vous inscrire à l'extra de Chaos Sport sur le chaos-sport.tv. On débute avec PM Savard. Question au Snake. Crois-tu que l'Europe devrait lancer sa propre Super League junior comme la LCH afin de favoriser le développement des jeunes joueurs? Ben, c'est sûr que la réponse est oui, évidemment. La chose, cependant, c'est que, comme au Canada, c'est un grand pays, l'Europe, c'est très grand, c'est un grand continent. Alors, ça serait difficile d'arriver et de réunir tous les joueurs dans une même ligue. Comme au Canada, on est obligé d'avoir 3 ligues parce que, verrais-tu, Terre-Neuve jouer contre Vancouver, ça ne marcherait pas. Alors, en Europe, je sais que les pays peut-être sont un peu plus collés, mais il reste quand même que c'est plusieurs heures là, de déplacement entre chaque. Alors, la Suède, la Finlande, la Russie, l'Allemagne et compagnie, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Il faudrait que la Ligue soit regroupée peut-être dans un seul pays. Mais là, qu'est-ce que ce pays-là va être? Est-ce que les Russes vont vouloir aller jouer en Suède? Est-ce que les Finlandais voudraient aller jouer en Russie? Donc, je pense que c'est pas pour demain un truc de genre-là. Mais idéalement, moi, dans mes rêves les plus fous,
tous les joueurs juniors viendraient jouer en Amérique du Nord et il y aurait une super ligue nord-américaine junior où on pourrait comparer des pommes avec des pommes. Alexandre Normandin. Une question pour Snake. Je partage certaines réticences à propos du réel potentiel offensif de l'hiver Kapanen. Que vaudra-t-il sans Demidov ou Slav? Ne devrait-on pas l'échanger maintenant pendant que sa valeur est élevée? Ça me rappelle un certain Kevin Todd qui, après une surprenante saison recrue de 63 points en 91-92, a tout de suite été échangé par les Devils contre Bernie Nichols. Que ferait le Snake avec Kapanen? Bon, premièrement, Bernie Nichols, c'était un joueur vedette à l'époque. Et Kevin Todd, c'est un nom, mon cher Alexandre, auquel je n'ai plus jamais pensé au cours des 35 dernières années de ma vie. Alors, ça a vraiment été un gars qui a eu une apogée éclair. Alors, ma réponse, elle est très simple. Oui, c'est sûr que j'échangerai Kapanen pendant que sa valeur est supposément élevée. Sauf que si toi, Alexandre, peut-être, je ne sais pas si tu penses ça, mais si tu penses ça, et moi, je le pense, puis j'ai bien d'autres amis qui le pensent, je pense qu'il y a 31 directeurs gérants peut-être dans la Ligue nationale qui ont la même opinion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais si nous, on pense ça de Kapanen, il doit en avoir pas mal qui se disent « Ouais, est-ce que son apogée, il l'a atteint cette année? » Pas d'accord. D'après toi, il y a une valeur élevée? Ben, c'est juste que les gens pensent différemment. Et si Doug Armstrong avait écouté notre balado, il n'aurait pas donné Bolduc pour Logan Mailloux. Fait qu'il y a tout le temps des opinions qui vont nous surprendre ailleurs. Fait que ça se peut que t'en trouves un ou deux qui décident de voir dessus. quelque chose. Ouais. OK. Charles Lallier. Question pour Snake. Tu as souvent dit que tu ne regardais pas le pourcentage de mise au jeu gagné pour les joueurs. De mon côté, j'aime savoir qu'un joueur est bon sur les mises au jeu. Par contre, présentement, les 3 meilleures équipes pour cette statistique sont exclues des séries. Est-ce qu'il y a d'autres statistiques qu'il faudrait se méfier lorsqu'elles sont utilisées pour évaluer un joueur? Bien, l'affaire avec les mises au jeu, c'est sûr que c'est une statistique. Il y a 2 choses là-dessus. Dans un premier temps, toutes les mises au jeu n'ont pas la même importance. Deuxièmement, des fois, tu as l'impression que le gars, il l'a gagné, mais en fait, il l'a perdu, dépendant où est-ce que la rondelle s'en va. Je ne sais pas exactement comment c'est défini. Mais l'affaire que je retiens de cette statistique-là, c'est qu'il n'y a personne qui est à 70 %. Alors, il y a du 46, il y a du 53, il y a du 54, il y a du 48, du 51. Alors, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Une statistique, moi, dont je me méfie, mais à peu près tout le monde s'en méfie, évidemment, c'est les plus et les moins. Parce que ça, c'est tellement... ça dépend tellement avec qui tu joues. Alors, puis des fois, même, tu n'as rien à voir sur un but pour ou un but contre, mais tu as la statistique. Et moi, je te dirais qu'une statistique à laquelle je fais attention, oui, c'est un instrument de travail, mais c'est le total de points d'un joueur. Je vais te dire pourquoi. Parce que le total de points d'un joueur, souvent est influencé, surtout quand un joueur connaît une explosion. Il y en a, c'est constant. Tu sais que Connor McDavid, c'est 100 points par année. Ça, il n'y a pas de trouble. Il y en a, c'est 70, 80 points. Oui, c'est correct. Mais des fois, on va voir des joueurs qui vont trouver une année, ils ont 65 points, puis après ça, ils tombent à 32. Alors, ça, moi, je fais attention au total de points. Quand je vois comme une explosion, je me dis tout le temps, il y a 2 choses que je regarde. Son pourcentage de réussite, c'est-à-dire le nombre de buts par rapport au tir au but. Et la deuxième chose que je regarde, les points à 5 contre 5 par rapport à un avantage numérique. Fait que le total de points, moi, je fais attention. Pour ce qui est des statistiques avancées, écoute, je te dirais que, encore là, on en prend, on en laisse. J'ai pas assez étudié ça pour vraiment te dire s'il y a une statistique qui est trompeuse, mais dans les statistiques connues, c'est celle-là qui me frappe. Moi, j'aime mieux évaluer un joueur à l'œil. J'aime mieux voir ses chances de marquer. Ça, pour moi, les chances de marquer, c'est une statistique qui est très importante. Les équipes doivent avoir des statistiques sur le mise au jeu dans les moments et les endroits névralgiques. Voilà. Comme en supériorité numérique, si tu la perds en territoire offensif, tu viens de perdre 30 secondes. Puis l'autre équipe vient d'en gagner 30. Fin de match dans la dernière minute, tu veux gagner ta mise au jeu en territoire défensif. Ça, tu as tout à fait raison, Mathias. La question est de savoir si encore là, on se retrouvait avec des pourcentages de 48, 52, 51, 49, 53,
Ou est-ce que clairement, il y a des joueurs dans la situation, exemple celle que tu décris, qui ont 60-70 Ouais. d'efficacité? Patrice Bergeron était déjà à 60 quelques, là. Ça Ouais. a aidé les Bruins, là. Oui, mais lui, il était exceptionnel. Ben ouais. Parfait. On termine avec Jelly Time Son, qu'on pourra retrouver la réponse dans l'extra. Je reviens sur la saga du premier centre au sein d'un club champion. Pour moi, cette définition, il faut clairement intégrer le clutch factor dans les moments qui comptent et leadership comme capitaine. La constance, le standard qu'on impose à l'équipe, assumer les décisions, etc. Est-ce qu'on sous-estime ces aspects quand on parle d'un premier centre d'équipe championne? Pag, Oui. disons que j'écoute le balado pour la première fois. Oui. Là, je viens de t'entendre dire, OK, les questions suivantes sont dans l'extra. Qu'est-ce que je fais? Bien, il y a deux choses à faire. Premièrement, on peut télécharger l'application de Chaos Sport qui se trouve sur Android ou iPhone. Et ensuite, on s'abonne au contenu extra sur la plateforme de Chaos Sport. Puis là, ça donne, comme je disais tout à l'heure, accès à tous les autres contenus de tous les autres balados, mais surtout à l'épisode Bonnie qui dure 40 minutes, qui donc, c'est quand même beaucoup de contenu supplémentaire par rapport à notre contenu, effectivement. Puis, c'est des questions qu'on retrouve en majorité dans la section des commentaires sur le site de Chaos Sport. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends la liste des questions, j'envoie à Simon. Simon, il les filtre, il les choisit, mais il n'y a pas beaucoup de filtres, je pense pas, pour les avoir lus en général. Fait que vous avez encore plus de chances d'entendre la réponse à votre question si vous commentez là. Fait que bref, rendez-vous sur chaosport.tv, chaos-sport, ou téléchargez l'application. Tout ça, c'est super facile. Puis en plus, vous pouvez même gagner un souper avec vous deux, comme je disais tout à l'heure. Et peut-être nous trois. Et peut-être nous trois. Chaos Sport avec un S, si je ne m'abuse. Chaos-sport avec un S.tv. Super. Bon, ben à tantôt, ceux qui s'en viennent. À tantôt!